Dans l'univers de Tensura, des êtres dotés de pouvoirs surpassant l'entendement humain règnent en maître. On les appelle les rois démons. Contrairement à de nombreuses œuvres de fantasy où le roi démon est une entité unique et solitaire, ici ils sont plusieurs à coexister, formant une élite redoutable et influente. Le protagoniste principal de l'histoire, Limul Tempest, fait lui-même partie de ce cercle restreint, ayant accédé à ce statut prestigieux. Devenir roi démon n'est pas une simple déclaration d'intention. Il faut soit être reconnu par le monde lui-même, soit obtenir l'approbation des rois démons actuels pour prétendre à ce titre suprême. Parmi ces figures légendaires, certaines se distinguent par leur ancienneté, au même rang que Guy et Milim, les plus anciens d'entre eux. Et c'est précisément le cas de la reine des fées, Lamilys. Sous sa forme immature, elle arbore l'apparence d'une adorable petite fée. Mais selon ses propres dires, une fois parvenue à maturité, elle déploierait une puissance absolument terrifiante, capable de remodeler les réalités. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'histoire de Lamilys, celle qui porte le titre de fée du labyrinthe, en explorant son profil détaillé, sa force impressionnante, ainsi que ses exploits marquants dans le tome 21 le plus récent. Nous nous aventurerons également dans des réflexions sur sa véritable puissance à l'état adulte et sur ses arts mystiques qu'elle n'a pas encore révélés au grand jour, en nous basant sur les indices disséminés dans l'œuvre. Prenez place et savourez ce voyage jusqu'au bout, car les révélations sur cette fée espiègle valent le détour. Allons-y sans plus tarder. Le profil de Lamilys. Lamilys, la pixie couronnée du titre de fée labyrinthe. À l'origine, elle était une noble reine des esprits, vénérée par les esprits et les fées, et agissait en tant qu'administratrice veillant sur l'équilibre cosmique. C'est le dragon saint impérial Veldanava qui lui aurait donné son nom, bien que, connaissant son caractère distrait, elle n'en garde probablement qu'un souvenir flou. Avant sa chute, elle possédait, tout comme Guy, les qualifications pour devenir une ascendante, un statut divin réservé aux êtres les plus purs. Son apparence est celle d'une minuscule fée au charme irrésistible, avec un tempérament espiègle, insouciant et enfantin, toujours prête à une petite farce. D'après elle, son esprit est influencé par ce corps juvénile, ce qui explique ses manières puériles et son langage candide. Elle a tendance à exagérer un peu ses propres capacités, révélant un côté fanfaron et opportuniste, mais malgré cela, elle est adorée par son entourage, qui la chérit comme un trésor précieux. Étonnamment intelligente, en tant qu'ancienne reine des esprits, elle excelle particulièrement dans l'ingénierie spirituelle, manipulant les essences éthérées avec une maîtrise innée. Elle est également versée en physique, et depuis l'établissement d'un laboratoire secret au sein du labyrinthe souterrain, elle absorbe avidement les nouvelles connaissances, se livrant à des expériences innovantes qui fusionnent magie et science. À l'instar de Guy et Milim, elle compte parmi les rois démons les plus anciens et endosse le rôle de guide sacré pour les héros, octroyant des bénédictions aux valeureux. Bien qu'elle porte le titre de roi démon à cette fin, elle n'est ni une véritable roi démon, ni une espèce démoniaque authentique. Guy et Milim la protègent avec une affection profonde, la traitant moins comme une amie que comme une petite sœur à sauvegarder. Lorsque Dino a plaisanté en disant qu'il pourrait l'étrangler, Guy a rétorqué que quiconque s'en prendrait à Lamilys devrait d'abord l'affronter lui, révélant un aspect surprotecteur inattendu chez ce roi démon habituellement impassible. Dans le grand jeu opposant Guy et Rudra, au passage la vidéo sur Rudra Masayuki est disponible sur la chaîne, pourquoi vous refusez de regarder une vidéo aussi qualitative? Allez la regarder après, vous n'allez pas le regretter. Elle est considérée comme une intouchable, et parmi les rois démons, elle est l'une de celles qu'il est interdit de menacer, sous peine de graves conséquences. Les subordonnés de Lamilys. Avant sa rencontre avec Limul, Lamilys disposait bien de petits esprits comme suivant, mais aucun monstre nommé puissant ou démon majeur ne figurait parmi eux. Lors des banquets de Walpurgis, elle ne pouvait emmener de suite imposante, et il semble qu'elle ait été reléguée au rang de marginale aux côtés de Dino, une situation plutôt inquiétante. Cependant, tout change radicalement avec l'arrivée de Limul dans sa vie. Incroyablement, Lamilys se voit dotée de subordonnés dignes de ce nom. Cette nouvelle stupéfie même son collègue roi démon Dino, qui s'étonne non seulement de leur existence,
mais aussi de leur formidable puissance. Treyni. Cet esprit a servi l'Amilis depuis l'époque où celle-ci était encore reine des esprits. Lorsque l'Amilis a chuté et est devenue roi démon, passant de reine des esprits à reine des fées, Treyni a subi un sort similaire, se transformant d'un esprit pur en dryade, affecté par la même corruption énergétique. Séparée de sa maîtresse lors de cet événement, elle a ensuite été recueillie par Veldora et est devenue la gardienne de la forêt. Pourtant, son attachement pour l'Amilis n'a fait que croître avec le temps, et dès leur retrouvailles, elle a rejoint ses rangs sans la moindre hésitation. En temps normal, Treyni est une grande sœur intellectuelle et fiable, mais face à l'Amilis, elle se mue en une protectrice excessivement indulgente, incapable de lui refuser quoi que ce soit. Beretta. Dans les cavernes de la République d'Ulgracia, Limul a invoqué ce démon pour remplacer le golem qu'il a détruit, offrant ainsi à l'Amilis un gardien dévoué. Beretta appartient à la lignée de Noir, une catégorie de démons, et se distingue par son caractère excentrique, presque atypique parmi ses pairs. Passionné par les expériences et les découvertes innovantes, il a rapidement trouvé en l'Amilis une âme sœur sur le plan intellectuel, s'harmonisant parfaitement avec son esprit curieux et inventif. Séduit par la personnalité de la petite fée, Beretta n'a pas hésité à transférer la clé maître de son allégeance, initialement détenue par Limul, vers l'Amilis elle-même, scellant ainsi une loyauté absolue et sincère envers sa nouvelle maîtresse. Aujourd'hui, il navigue au quotidien entre les caprices imprévisibles de l'Amilis qui le font tourner en bourrique et l'absence totale d'aide de la part de Treyni, qui ferme les yeux sur ses excentricités avec une indulgence infinie, mais ces journées chaotiques sont empreintes d'une joie authentique, où l'aventure et les rires ne manquent jamais. La bénédiction de l'Amilis, l'arbitrage entre Guy et Milim. À l'époque où l'Amilis régnait en tant que reine des esprits sur le monde entier, elle a dû intervenir dans un cataclysme imminent causé par Milim, qui, dévasté par la perte de son ancien dragon, avait succombé à une rage incontrôlable menaçant de plonger l'univers dans le chaos total et la destruction. Guy s'était interposé pour l'arrêter, déclenchant un affrontement titanesque qui dura 7 jours et 7 nuits sans relâche, ébranlant les fondations même de la réalité. C'est alors que l'Amilis, usant de son autorité suprême, s'est immiscé dans le conflit, sacrifiant l'intégralité de sa puissance de reine des esprits pour ramener Milim à la raison et mettre un terme à cette guerre dévastatrice. Exposée à un torrent massif d'énergie maléfique et draconiques issues de la bataille, elle ne se contenta pas de perdre ses pouvoirs. Elle subit une chute profonde, se transformant en une fée déchue, marquée par cette corruption, mais préservant son essence bienveillante. À partir de ce moment pivotal, l'Amilis fut reconnue comme le 3e roi démon, devenant l'unique figure de ce rang à bénéficier d'une qualification persistante à travers les réincarnations, un statut exceptionnel qui la distingue de tous les autres. En reconnaissance de cet acte héroïque qui sauva le monde, Guy et Milim lui vouèrent une gratitude éternelle, forgeant entre eux trois une amitié indéfectible qui traversa les âges, marquée par une harmonie profonde et des liens indissolubles. Le passé de l'Amilis, la bénédiction de l'esprit de lumière à Léon. Durant son existence humaine, le jeune Léon, encore un simple garçon, s'était aventuré jusqu'au sanctuaire des esprits, un lieu mystique regorgeant de connaissances ancestrales, où il invoqua un esprit de lumière supérieure sous la guidance de l'Amilis, l'antique esprit supérieur versé dans les arcanes du savoir. Ce contrat scella un pacte puissant, car Léon possédait les qualifications innées d'un héros que l'Amilis reconnut instantanément, lui accordant ainsi la bénédiction des esprits et le désignant comme un véritable élu. À cette occasion, Léon, les larmes aux yeux et le cœur brisé, supplia l'Amilis d'invoquer une personne spécifique depuis un autre monde, une requête désespérée née d'un chagrin insurmontable. Mais face à l'impossibilité de cet acte, sa frustration explosa, le poussant à s'emparer par la force de l'esprit supérieur du feu, Ifrit, dans un geste impulsif qui marqua à jamais son parcours. La rencontre avec Limul. L'Amilis avait érigé un vaste labyrinthe au cœur de la forêt de la République d'Ulgracia, un domaine enchanté où elle passait son temps à jouer des tours espiègles aux malheureux intrus qui osaient s'y aventurer, transformant chaque incursion en une farce mémorable.
Lorsque Limule et ses compagnons parvinrent à vaincre l'imposant colossus élémentaire et à pénétrer plus profondément, la milice comprit immédiatement qu'il s'agissait de l'ami dont Milim lui avait tant vanté les mérites, une révélation qui piqua sa curiosité. Apprenant la situation critique des enfants malades, son tempérament originel, empreint de compassion infinie, refit surface, la poussant à offrir son aide avec une générosité touchante, guidée par un amour pur pour les innocents. Elle les escorta jusqu'à l'entrée du sanctuaire des esprits, un portail mystique connecté à des royaumes éthérés, et observa avec attention le rituel d'invocation où Limule fusionna les esprits avec les enfants pour les sauver. Cependant, lorsque Chloé invoqua Chronoa, une entité périlleuse venue du futur, probablement un esprit affilié à l'attribut du temps et chargé d'une aura menaçante, la milice perçut le danger imminent mais ne put intervenir à temps, laissant la fusion s'accomplir. Bien qu'aucun incident immédiat ne survienne, cette présence l'inquiéta profondément, semant les graines d'une vigilance accrue pour l'avenir. En contrepartie de sa coopération, la milice rappela à Limule sa promesse d'un nouveau gardien pour remplacer le colosse élémentaire détruit, le harcelant avec insistance jusqu'à satisfaction. Limule invoqua alors un démon supérieur, lui octroya un corps robuste forgé dans la magie et le nomma Beretta, scellant un contrat qui en fit le protecteur attitré de la milice. Ravi au-delà des mots par ce nouveau compagnon, la milice reprit sa routine enchantée en compagnie de ses esprits et de Beretta, enrichie d'une dynamique nouvelle et excitante. Les exploits de la milice. Lorsque Clayman convoqua un Walpurgis au sujet de Limule, la milice, flairant le danger pour son allié, fit irruption à Tempest juste à la fin de la bataille contre le royaume de Farmus, apportant avec elle une urgence palpable. Elle annonça dramatiquement la destruction imminente du pays, semant la panique. Mais la vue de Veldora ressuscitée la fit s'évanouir sur place, submergée par le choc. Une fois remise, et après avoir été appâtée par une abondance de mangas qui captivèrent son imagination enfantine, elle en vint à vénérer Veldora comme son maître incontesté, passant de plus en plus de temps en sa compagnie, partageant des moments de complicité inattendus. Interrogée sur le motif réel de sa visite, elle révéla que Clayman complotait pour faire déclarer Limule ennemi lors du Walpurgis, ouvrant la voie à une attaque massive contre Tempest. Déterminée à se ranger du côté de Limule, elle promit une coopération totale s'il décidait d'affronter le Conseil, prête à user de son influence pour renverser la situation. Les retrouvailles avec Traini. À la sortie de la réunion, la milice vécut un moment d'émotion intense en retrouvant Traini, qui l'avait servi fidèlement à l'époque de sa gloire en tant que reine des esprits. Traini, débordante d'un amour inconditionnel pour sa maîtresse, abandonna instantanément son image de sœur aînée sérieuse et composée pour se transformer en une protectrice excessivement permissive, couvrant la milice de tendresse et d'attention démesurée. Ensemble, elles explorèrent les merveilles de la ville de Tempest, où la milice fut conquise par l'atmosphère paradisiaque, au point de déclarer qu'elle voulait s'y installer définitivement, imaginant déjà comment implanter une entrée secrète pour son labyrinthe, aux grandes dames de Beretta, qui se retrouvaient une fois de plus au cœur du tourbillon. La participation au Walpurgis. Pour assister au Walpurgis en grande pompe, la milice insista pour emmener des suivants dignes de ce nom, désignant Traini et Beretta comme ses représentants idéaux, une décision qui renforça son statut et prépara le terrain pour des alliances cruciales. Cependant, Traini était initialement incapable de quitter la forêt dont elle avait la charge, un obstacle majeur à sa participation en tant que suivante de la milice. Pour résoudre ce problème, Limule, avec son ingéniosité habituelle, forgea un réceptacle pour dryade, permettant à Traini de s'y lier et d'évoluer en une dryade supérieure. Cette transformation lui permit de s'affranchir des contraintes de la forêt et de rejoindre officiellement les rangs des subordonnés de la milice, au grand bonheur de cette dernière. Transportée de joie, la milice leva les bras au ciel, exultant à l'idée d'être accompagnée par Traini et Beretta, ses deux fidèles alliés lors du Walpurgis. À son arrivée au Conseil, elle fut honorée d'un siège parmi les trônes supérieurs, une reconnaissance de son statut ancien et respecté. Ravie de retrouver Guy et ses autres pairs après une longue absence, elle savoura ces retrouvailles avec une joie enfantine, observant les débats avec un mélange de curiosité et d'amusement.
Lorsque le Walpurgis débuta, une tension palpable éclata entre le camp de Limul et celui de Clémane, marquant le début d'un affrontement politique et stratégique. La milice, fidèle à son alliance avec Limul, négocia habilement avec Guy pour envoyer Beretta prêter main forte à son ami, observant la scène avec une fierté presque personnelle, comme si elle combattait elle-même aux côtés de Limul, son regard pétillant de satisfaction. De retour du Walpurgis, la milice annonça avec enthousiasme son souhait de s'établir définitivement à Tempest, séduite par l'atmosphère vibrante et les opportunités infinies qu'offrait la cité. Ignorant les protestations de Beretta, qui craignait qu'elle ne cause des désagréments, elle agit sur un coup de tête en construisant une cabane de fortune juste à l'entrée de Tempest, provoquant l'ire amusée de Limul, qui la réprimanda gentiment pour cette initiative intempestive. Cependant, vivre à Tempest impliquait de contribuer à la communauté, une perspective qui s'avéra compliquée pour une fée aussi fantasque que la milice. Après réflexion, Limul se rappela la passion de la milice pour la création de labyrinthes et lui fit une proposition audacieuse, intégrer un gigantesque labyrinthe souterrain sous le chantier du terrain de poterie en prévision de la fête d'inauguration de Tempest. Enthousiasmée à l'idée de devenir la gestionnaire de ce labyrinthe, attirant aventuriers et curieux dans une attraction unique, la milice vit là une chance d'échapper à l'oisiveté tout en s'amusant. Lorsqu'on lui annonça qu'elle pourrait gagner environ 2 pièces d'or par jour grâce à cette entreprise, elle s'exclama, extatique, qu'elle deviendrait bientôt immensément riche, provoquant l'hilarité de son entourage. Grâce à sa compétence unique Small World, la milice entama la conception d'un labyrinthe souterrain d'une envergure inégalée, où elle détenait un pouvoir quasi divin, capable de façonner presque tout ce qu'elle imaginait. Elle entraîna Veldora dans ce projet ambitieux, et tous trois, avec l'aide de Limul, se lancèrent dans une transformation magistrale de l'espace souterrain. Le labyrinthe s'étendit sur 100 niveaux, le dernier abritant une salle réservée à Veldora, où il pouvait libérer pleinement son aura draconique, générant des créatures monstrueuses pour défier les intrus. La structure interne était modulable à volonté, et la milice pouvait même ressusciter les morts dans son domaine, à condition qu'elle reconnaisse l'individu et que celui-ci ait la volonté d'entrer dans le labyrinthe. Pour parfaire l'expérience, elle créa des bracelets de résurrection, des objets permettant de ramener les aventuriers à la vie, et disposa des boss à chaque 10e étage, accompagnés de coffres au trésor et de points de sauvegarde, transformant le labyrinthe en un véritable donjon de jeu de rôle tel que Limul l'avait imaginé. Des sifflets de retour, des artefacts permettant de retourner à la surface furent également conçus, renforçant l'immersion. Ainsi, à l'approche de la fête d'inauguration de Tempest, le labyrinthe, fruit du génie collectif de la milice, Veldora et Limul, évolua en une attraction d'une complexité et d'une dangerosité redoutables, prête à accueillir les visiteurs. Par ailleurs, les logements temporaires des habitants de la ville furent astucieusement relocalisés à l'intérieur du labyrinthe, optimisant l'espace urbain. Une fois le labyrinthe ouvert aux aventuriers, un problème émergea rapidement. Le niveau de compétence des visiteurs était bien trop faible pour affronter les défis proposés, la plupart échouant à atteindre ne serait-ce que le 10e étage. Craignant que le labyrinthe ne soit jugé insurmontable, ce qui risquerait de dissuader les visiteurs de venir à Tempest, une réunion d'urgence fut convoquée pour ajuster la difficulté. Murmile, le marchand avisé, et Masayuki, le héros venu d'un autre monde, participèrent à ces discussions, apportant leurs perspectives complémentaires. Murmile identifia les failles opérationnelles avec un sens aigu des affaires, tandis que Masayuki, puisant dans ses connaissances d'un autre monde, proposa des solutions créatives pour rendre le labyrinthe plus accessible. Impressionné par l'ingéniosité de Masayuki, la milice le reconnut comme un allié précieux pour son projet, l'intégrant dans son cercle de confiance. Grâce à la collaboration de Murmile et Masayuki, la gestion du labyrinthe fut optimisée, permettant à la milice de s'épanouir dans un quotidien enrichissant, où ses talents trouvaient enfin un terrain fertile. Lorsque Limul développa un système interactif dans le labyrinthe, à l'aide des pseudo-âmes permettant de créer des avatars pour des aventures simulées, la milice, Milim et Veldora s'y intéressèrent immédiatement, séduits par cette idée ludique.
la milice choisit de contrôler une armure vivante, un monstre imposant, savourant le frisson de se mouvoir dans un corps massif et puissant. Formant une équipe avec Limul, Milim et Veldora, elle s'immergea dans des quêtes palpitantes, défiant aventuriers et monstres avec un enthousiasme communicatif, au point que leur groupe, surnommé les dominateurs du labyrinthe, devint une légende crainte dans tout le labyrinthe. Plus tard, lorsque Limul et Milim ramenèrent Gaïa, un dragon ressuscité depuis les ruines de Soma, la milice s'impliqua dans son programme d'entraînement. Constatant que Gaïa, le jeune dragon ressuscité, devait affûter ses instincts de chasseur, la milice proposa de reformer les dominateurs du labyrinthe pour l'entraîner dans le labyrinthe, une initiative mêlant éducation et amusement dans un cadre épique. La milice, aux côtés de ses compagnons, suivit avec attention l'évolution de Gaïa, observant avec fierté les progrès du jeune dragon dans le labyrinthe, les exploits de Ramiris, création d'une société secrète. Après la guerre d'inauguration de Tempest, le labyrinthe souterrain devint le théâtre d'un projet audacieux, un centre de recherche collaboratif attirant des savants des 4 coins du monde. La milice, avec son charisme naturel, s'imposa comme la mascotte de ce groupe hétéroclite, insufflant une camaraderie qui donna à l'ensemble des airs de société secrète. Même le roi démon Dino rejoignit cette entreprise, et la milice, partageant généreusement ses connaissances approfondies sur les esprits, trouva sa place au cœur de ce cercle d'érudits. Entourée d'amis et plongée dans ses recherches adorées, elle vécut des jours d'une félicité rare, mêlant exploration intellectuelle et moments de complicité joyeuse. Les exploits de Ramiris, défense contre l'Empire de l'Est. Lorsque le conflit avec l'Empire de l'Est s'intensifia, la milice mit à exécution un plan spectaculaire, transférer l'intégralité de la capitale de Limul, la ville centrale, à l'intérieur du labyrinthe souterrain pour la protéger. Aux côtés de Veldora, elle convoqua les vétérans du labyrinthe, une élite de combattants aguerris, pour organiser la contre-offensive. Lors d'une réunion stratégique, elle galvanisa ses guerriers débordant d'ardeur, leur assignant des rôles précis pour repousser l'armée impériale. En guise d'encouragement final, elle rappela que Limul lui-même observait leurs efforts, ce qui déclencha une vague de détermination féroce, les vétérans s'élançant au combat avec une ferveur inégalée. Après une victoire éclatante dans la défense du labyrinthe, Limul proposa à la milice d'utiliser les âmes récoltées pour nommer les rois dragons, une suggestion qu'elle accueillit avec enthousiasme. En tant que figure parentale, elle baptisa ces entités, déclenchant leur évolution vers des formes humanoïdes, un bond spectaculaire dans leur puissance. Frustrés d'avoir été vaincus à plusieurs reprises dans le labyrinthe, les rois dragons exprimèrent leur désir de s'entraîner davantage, et Veldora, avec son habituelle générosité, se porta volontaire pour superviser leur formation, promettant des sessions aussi intenses que légendaires, les échecs de Ramiris, la trahison de Dino. Lorsque la grande guerre Tenma éclata, les anges lancèrent leur offensive, et parmi eux, les envahisseurs du labyrinthe appartenaient à l'élite des 7 anges primordiaux, menés par Feldway et accompagnés de Zalario, des entités aussi puissantes que les démons primordiaux. La milice mobilisa ses forces, déployant les vétérans du labyrinthe récemment éveillés et évolués, mais la situation tourna au drame. Dino, qui se trouvait dans la salle de contrôle, succomba à Regalia Dominion de Feldway, se retournant contre ses alliés dans un acte de trahison dévastateur. Heureusement, Beretta, Apito et Zégion veillèrent sur la milice, la protégeant tandis qu'elle sombrait dans un sommeil paisible, ignorant le chaos. À son réveil, Dino s'était déjà enfui, laissant derrière lui un vide amer. La participation au Valpurgis de Guy. Lorsque Guy convoqua un Valpurgis d'urgence, la milice, invitée par Ren aux côtés de Limul, se rendit au palais de glace, où des révélations cruciales l'attendaient. On lui expliqua l'imminence du conflit avec les anges, ainsi que les enjeux du jeu séculaire opposant Guy à Rudra. Dans un rare moment d'unité, les rois démons décidèrent de s'allier pour affronter cette menace commune, et la milice, bien que souvent espiègle, prit part à cette coalition avec un sérieux inhabituel, prête à défendre son monde. Alors que la grande guerre Tenma s'intensifiait, Limul disparut mystérieusement, plongeant Tempest dans une tension palpable. Pourtant, ses habitants restèrent déterminés à protéger leur cité, résolus à ce que leur maître retrouve un royaume intact à son retour.
Lorsque Dino et une armée angélique menée par Vega lancèrent une nouvelle invasion du labyrinthe, la milice riposta avec stratégie. Elle opposa aux assaillants ses vétérans d'élite, organisant des duels où ses champions, désormais aguerris, triomphèrent, comme lorsque Zégion, renforcé par son entraînement, vainquit Pico et Garacha, membres des 7 anges primordiaux. La neutralisation de Vega. Lors de cette même invasion, Vega, armé de la compétence ultime Asi-Dahaka, tenta d'éroder le labyrinthe en corrompant sa structure même. La milice, loin de rester passive, réagit avec une audace foudroyante. Elle activa une technique magistrale, la prison du labyrinthe, isolant Vega dans une dimension parallèle, coupant court à son emprise destructrice. Cette prouesse stoppa net l'invasion, laissant Diablo et Zégion s'occuper du sort de l'ennemi emprisonné. La puissance actuelle de la milice. Dans son état actuel de petite fée, la milice n'est pas une combattante redoutable. Un simple pincement suffirait à la rendre impuissante, et même si elle pourrait théoriquement atteindre une force colossale à maturité, sa forme actuelle limite ses capacités physiques. Cependant, sa compétence unique, Small World, lui confère un pouvoir quasi divin dans son labyrinthe. Capable de manipuler les lois de la réalité à l'intérieur de cet espace, elle peut créer des dimensions séparées, façonner des environnements à sa guise et même orchestrer des résurrections. Ce labyrinthe est devenu le rempart ultime de Tempest, une forteresse où la milice règne en maîtresse absolue, transformant ses faiblesses apparentes en une force stratégique inégalée. Les particularités du labyrinthe créé par la milice sont fascinantes et multiples, faisant de cet espace un chef-d'œuvre de magie et d'ingéniosité. Composé d'environ 100 niveaux, il offre des fonctionnalités uniques. La milice peut ressusciter quiconque elle reconnaît personnellement, évitant ainsi toute perte définitive lors des explorations périlleuses. Capable d'engloutir l'intégralité de la capitale de Limul, la ville centrale, en cas de menace, il maintient néanmoins un lien obligatoire avec le monde réel, évitant toute isolation totale qui pourrait rompre l'équilibre cosmique. Chaque étage doit être pourvu d'une entrée et d'une sortie dédiée, garantissant une fluidité dans les mouvements, et la milice peut y infuser une myriade d'effets supplémentaires, comme des pièges ingénieux, des illusions trompeuses ou des zones de régénération accélérée, transformant l'ensemble en un écosystème vivant et imprévisible. À l'intérieur de ce domaine, les alliés deviennent virtuellement immortels, ce qui en fait un terrain idéal pour des entraînements intensifs ou des défenses impénétrables, positionnant le labyrinthe au cœur des infrastructures de Tempest comme un pilier stratégique incontournable. Grâce à cela, même si la milice elle-même n'excelle pas au combat direct, ses subordonnés et les forces du labyrinthe acquièrent une force hors norme via des simulations réalistes sans craindre la mort, aboutissant à une capacité défensive de classe suprême, capable de rivaliser avec les plus grandes menaces. De plus, dans cet environnement, elle peut déployer des arts avancés comme la prison du labyrinthe, une technique qu'elle a développée en s'inspirant de l'infini couloir obtenu par Limul, permettant d'isoler des ennemis dans une dimension parallèle, les piégeant loin de la réalité sans espoir de retour immédiat. Examinons maintenant sa puissance originelle. Dans l'œuvre, la milice ne doute jamais de sa propre force, et les indices disséminés suggèrent que sous sa forme mature, elle déploierait une puissance absolument colossale, bien au-delà de son apparence actuelle. Avant sa chute, en tant que reine des esprits, elle parvint à contenir l'affrontement titanesque entre Guy et Milim, neutralisant leurs auras dévastatrices pendant 7 jours entiers pour empêcher que le monde ne s'effondre sous l'impact, démontrant une équivalence flagrante avec ces 2 titans. Ce fait seul indique qu'elle possédait une quantité d'énergie magique équivalente à celle de Guy ou Milim, et qu'elle maîtrisait probablement les esprits à un niveau supérieur, manipulant les essences primordiales pour atténuer les ravages. En extrapolant, sa valeur d'existence originelle pourrait aisément dépasser les dizaines de millions, un seuil réservé aux entités divines. De surcroît, sa capacité à neutraliser les auras de Milim et Guy évoque une compétence innée similaire à la neutralisation d'attributs de Dagruel, potentiellement une compétence unique d'ordre ultime, spécialisée dans l'harmonisation des forces opposées. Née approximativement à la même époque que Dagruel et nommée par le créateur du monde lui-même, Vel d'Anava, avec le titre d'administratrice,
son pédigré exclut toute idée de faiblesse intrinsèque. Elle était sans doute au niveau des transcendantaux, veillant sur l'équilibre cosmique avec une autorité absolue. Bien qu'aucune scène de combat direct ne soit décrite dans son passé, son rôle au sommet de la hiérarchie, comparable à celui de Guy, implique qu'elle a traversé d'innombrables crises pour maintenir la stabilité du monde, forgeant une expérience forgée dans le feu des épreuves. En tant qu'ancienne reine des esprits, elle excellait probablement dans la magie des esprits, les invoquant pour amplifier sa puissance jusqu'au rang des transcendantaux, créant des phénomènes qui défiaient les lois naturelles. Bien qu'elle ne semble pas détenir de compétences ultimes à l'époque, sa compétence unique de reine des fées, Small World, rivalise ou surpasse les compétences ultimes de type monde en termes de polyvalence et de liberté, permettant une manipulation infinie de l'espace et de la réalité. Étant née en même temps que Dagruel, son existence même pourrait être une compétence ultime primordiale, intégrant potentiellement des capacités comme la neutralisation d'attributs, la création de labyrinthes dimensionnels, la maîtrise des esprits ou même des spiritualités divines, toutes à un niveau suprême. En synthétisant ces éléments, la véritable force de la milice dépasse largement celle des rois démons éveillés, la plaçant au même rang que Guy, Milim ou Dagruel, ces transcendantaux capables de remodeler les destinées du monde. Le mystère des 48 techniques mortelles. La milice mentionne fréquemment dans l'histoire ces fameuses 48 techniques mortelles, une affirmation récurrente qui intrigue par son côté théâtral. Selon des sources officielles comme les fiches d'information canoniques, ces techniques sont bel et bien reconnues comme des arts propres à la milice, suggérant qu'elles ne sont pas de simples vantardises, mais des capacités réelles, bien que souvent exagérées pour l'effet comique. Si ces 48 techniques mortelles existent véritablement sous forme d'art, explorons ce qu'elles pourraient être en nous basant sur le lore établi. Parmi les moyens d'attaque les plus probables pour la milice, la magie offensive domine, particulièrement la magie des esprits qui s'accorde parfaitement avec son héritage. La magie des esprits consiste à contracter avec des entités supérieures de la nature, empruntant leur puissance pour générer des phénomènes magiques qui altèrent les lois physiques du monde. Par exemple, le Megiddo de Limul est une application avancée de cette magie, un rayon de lumière dévastateur classé comme une magie physique originale. Avec un esprit contracté, on peut exercer des effets proportionnels à son énergie sans nécessiter de formules complexes, rendant cette magie hautement pratique en combat. Toutefois, ses limites résident dans la puissance intrinsèque de l'esprit et les variations individuelles dans les contrats possibles. En tant qu'ancienne reine des esprits, la milice pourrait invoquer n'importe quelle magie des esprits sans contrainte de contrat, transcendant les règles habituelles pour une flexibilité absolue. De plus, elle serait capable d'aller au-delà du cadre standard, en combinant des magies d'esprit de divers attributs pour créer des sorts composites multi-attributs, une technique inédite dans l'œuvre qui multiplierait les effets de manière exponentielle, fusionnant feu, eau, vent et terre en assauts hybrides, imprévisibles et surpuissants. Cette hypothèse sur les techniques composites de magie spirituelle, qui semble défier l'impossible dans l'univers de Tensura, repose sur une capacité à manipuler les lois fondamentales de la réalité. Une telle prouesse, qui plie les règles physiques elles-mêmes, nécessiterait probablement une compétence ultime propre à la reine des esprits, un pouvoir d'une magnitude exceptionnelle capable de produire des effets dévastateurs d'une puissance rarement égalée. Mais pourquoi ces techniques sont-elles précisément au nombre de 48, comme la milice le clame avec tant d'assurance? La réponse pourrait résider dans la structure même des attributs spirituels. Dans cet univers, les esprits se divisent en 8 attributs distincts: terre, eau, feu, vent, ciel, ténèbres, lumière et temps. Si l'on considère qu'un attribut donné peut être combiné avec les 6 autres attributs compatibles, en excluant l'attribut opposé selon les relations d'annulation mutuelle, cela ouvre la voie à exactement 48 combinaisons possibles. Ainsi, les fameuses 48 techniques mortelles, dont la milice se vante, pourraient bien correspondre à ces sorts composites multi-attributs, des magies spirituelles hors normes, où elle manipule les réalités en réécrivant leurs règles fondamentales grâce à sa compétence ultime, un art exclusif à son statut de reine des esprits.
Cette hypothèse suggère que chaque technique serait une fusion unique d'attributs, créant des phénomènes magiques aux effets imprévisibles et d'une puissance colossale, capable de rivaliser avec les compétences ultimes les plus redoutées. En résumé, nous avons exploré en profondeur le personnage de l'Amylis, cette petite fée espiègle au cœur de l'histoire. Qu'en pensez-vous? Sous son apparence actuelle de fée adorable et fragile, elle cache une essence majestueuse, celle d'une reine des fées débordante de compassion et d'une puissance latente qui force le respect. Malgré ses airs souvent maladroits et son comportement fantasque dans le récit, son intelligence vive et son potentiel titanesque en font un personnage à la dualité fascinante, une rareté même parmi les figures marquantes de l'œuvre. Cette combinaison de charme candide et de pouvoir transcendantal crée un contraste captivant qui rend l'Amylis inoubliable. Si vous avez des opinions, des remarques ou des réflexions sur cette analyse, n'hésitez pas à les partager en commentaire, votre avis compte énormément. Si cette plongée dans l'univers de l'Amylis vous a plu, un petit pouce bleu serait grandement apprécié. Et si vous souhaitez découvrir d'autres explorations aussi passionnantes, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle aventure dans cet univers fantastique.